Bonjour, bienvenue pour ce premier numéro de WhatsApp l'éducation. Je m'appelle Adrien, je suis responsable de l'éducation chez Powers et je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir nos invités aujourd'hui pour cette heure d'échange qui s'annonce passionnante. Pour m'accompagner aussi Stéphane Bou. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien. Et un petit mot maintenant pour chacun de nos invités. Je commence par toi, Célia. Bonjour. Célia Rosentraub, donc tu es directrice générale de Hatier et directrice générale e-éducation pour Hachette Livre. Tu travailles dans l'édition depuis 26 ans et tu as commencé aux éditions Atlas. C'est bien ça. Voilà. Bonjour. Merci de venir, merci de ta présence. Pascal Rufnac, bonjour. Bonjour. Tu es président directeur général du groupe Bayard. Tu travailles également dans l'édition depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis 32 ans exactement. J'ai pas réussi à savoir tout à fait la date. Mais tu es aussi auteur, tu écris des livres. Et enfin, Emmanuel Freund. Qu'on ne présente plus. Enchanté, tu es fondateur et CEO de Powers. Merci d'avoir fait le déplacement depuis ton bureau. Et avant ça, tu avais fondé Blade, alors le numérique, je crois que ça te parle. Et merci en tout cas à tous les trois pour votre présence. Stéphane, je me tourne vers toi maintenant. Bonjour à tous. On a décidé pour ce premier live dont vient de parler Adrien à l'instant de commencer par une question. On va se poser régulièrement, une fois par mois, une question. Et la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est livre et écran, une guerre sans fin, point d'interrogation. Est-ce que c'est une guerre sans fin ? Alors, j'ai envie de commencer en disant deux petites choses. Dans les petites discussions préparatoires qu'on avait eues ensemble, vous résistiez tous les deux à l'idée de guerre. J'ai envie d'en rajouter une couche plutôt sur l'idée de guerre, parce que plus j'y repensais, plus je me disais qu'effectivement, peut-être qu'il n'y avait pas tant une guerre sans fin qu'une guerre qui était peut-être finalement déjà en voie d'être fondamentalement gagnée par les écrans. Et une guerre dont je dirais qu'elle se manifeste à deux endroits principaux et qui seraient en fait au sein des familles déjà. On fait tous l'expérience en tant que parents avec nos enfants de dire pose ton écran et va prendre un livre. Et 99 fois sur 100, on a un enfant boudeur qui va se réfugier un peu plus loin avec son smartphone. Et puis, on pourrait dire, sur la scène médiatique, intellectuelle, éditoriale, évidemment, ceux qui portent le plus haut la voix sont ceux qui vont dire les écrans c'est mal, les livres c'est bien, c'est la catastrophe, le déclinisme ambiant fait qu'il y a une nostalgie invraisemblable avec l'imprimé. Qu'est-ce que c'est que ce monde où il y avait hier la télévision, aujourd'hui les écrans, où va-t-on, les livres, plus personne ne lit, etc. Donc, voilà, je voudrais qu'on revienne en fait sur on a parlé 5 minutes avant, donc sur cette idée de guerre, parce que ça m'intéressait de voir que vous résistiez, vous aviez un peu cette idée que c'était peut-être pas une bonne idée de voir les choses comme ça. Donc, est-ce que ça vous paraît une question pertinente ? Est-ce qu'il y a vraiment la guerre entre les livres et les écrans ? C'est là. En fait, tu as raison. La guerre, elle n'a plus raison d'être parce qu'en fait, elle est perdue. Les écrans, ils sont là. Mais il ne faut pas considérer ça comme une guerre. En fait, non, ça devient un sujet d'éducation. De la même façon qu'on éduque nos enfants à traverser la rue, on ne laisse pas sortir nos enfants, nos jeunes enfants, dans la rue à n'importe quelle heure, pendant tout le temps qu'on veut, pour faire n'importe quoi. Donc, c'est un sujet d'éducation supplémentaire pour les parents. C'est difficile aujourd'hui d'être parent parce que c'est un sujet important et donc il faut le prendre en compte, mais c'est une éducation aux écrans. L'école, en plus, si elle abandonne les écrans et cette question des écrans à la sphère familiale, c'est dommage parce que du coup, on va rester dans une approche superficielle des écrans, alors qu'on aura l'occasion d'en parler, mais les écrans et le numérique, évidemment, dans la partie que moi je connais bien, qui est la partie des apprentissages, du scolaire, a son potentiel. Donc, oui, il faut éduquer aux écrans comme on éduque nos enfants à traverser la rue, je dirais. Donc ça, c'est un point essentiel. Dans le scolaire, évidemment, on va voir qu'il y a des choses qui se passent très bien avec le numérique et d'autres qui se passent moins bien. Et puis moi, je fais un petit pari, mais on verra. Pour l'instant, les chiffres ne me donnent pas raison, mais je pense que les écrans, à long terme, ramèneront vers la lecture du papier. Alors, parce que j'allais vous dire, vous parlez d'éducation à l'écran, mais c'est une chose, et ça évidemment, de même qu'il a fallu qu'il y ait, après le cinéma et la télévision, une éducation à l'image, il y a une éducation au développement numérique, à Internet, etc. Il y a une éducation à l'écran qui est nécessaire. Mais là l'idée, c'est que derrière cette guerre se profile aussi peut-être quelque chose comme une disparition du livre, ou un devenir pittoresque du livre, ou quelque chose qui serait un objet précieux, luxueux, réservé à une élite. D'abord, si on prend
si on prend en France, la guerre, elle est absolument pas perdue, parce que le livre résiste, le livre en général, toute population confondue, il résiste plutôt bien. Voilà, c'est un chiffre d'affaires stable. Euh, alors, donc, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas le, on va dire, les lignes tiennent bien. Et s'il y a une guerre des écrans, c'est plutôt des écrans entre eux, j'allais dire, qui se battent entre eux. Puis voilà, nous, du côté du livre, on est plutôt bien. Après, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut arrêter, il faut pas la culture, parce qu'on parle de ce qu'on fait, c'est de la culture en général, que ce soit de l'apprentissage, de l'éducation au sens plus large. Il y a une volonté politique avec la culture qui est là. C'est-à-dire que souvent, on présente les choses comme une sorte de fatum qui pèserait sur nous, voilà, à la fin du livre, du papier, tout ça. Mais il y aurait aujourd'hui une géographie du livre totalement différente s'il n'y avait pas eu la loi sur le prix unique. C'est parce qu'il y a eu un acte politique. Il y aurait aujourd'hui plus une seule chanson française s'il n'y avait pas eu les quotas. Il y aurait aujourd'hui assez peu de films français s'il n'y avait pas le CNC et du financement, etc. Pascal, excuse-moi, je me permets, je suis pas certain que tout le monde comprenne ce que c'est la loi sur le prix unique. Est-ce que tu peux peut-être C'est expliquer? de dire tout simplement qu'on n'a pas le droit de vendre un livre en dessous du prix affiché par l'éditeur, enfin, plus ou moins 5%. On n'a pas le droit de le vendre. Et donc, ça a coupé court, ça a coupé l'herbe sous le pied aux grands distributeurs qui voulaient, comme ils achètent plus, ils pouvaient baisser le prix du livre et donc vendre du livre à moins 30%. Voilà. Et donc, ce faisant, tuer les petites librairies qui, forcément, elles, auraient été incapables de le faire. Et donc, vous prenez n'importe quelle ville moyenne en France, et on dit souvent que les villes dynamiques, les petites villes, c'est celles qui ont un cinéma et une librairie. Eh ben, si les librairies existent, c'est parce qu'il y a eu ce prix. Voilà. Et donc derrière, ce que je veux dire là, c'est que la culture, c'est une industrie. C'est une industrie qui tient aussi parce qu'il y a une volonté politique et parce qu'il y a des décisions politiques. Et donc, on peut très bien faire advenir autre chose que ce qui est, mais en tout cas en France, et pour garder une production qui soit locale, et locale au sens français ou européen, et pour garder une production qui soit diverse, parce que évidemment, quand le prix baisse, on vend plus de livres, on vend beaucoup plus du même livre, et donc petit à petit, on a de moins en moins d'éditeurs à la fin, donc on tue la création, etc. Tout ça, c'est des décisions politiques. Tout ça pour dire que dans le choix écran-livre, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme ça. Même après, on voit bien qu'il y a des attirances, des comportements. C'est une chose qui est aussi décidée par la politique et sur laquelle la politique peut agir et peut lutter. Voilà. Ça, c'est juste un Mais- C'est vrai, mais juste, pour moi, quand on parle de guerre, écran livre, effectivement, le terme est peut-être pas le bon, mais dans la vie de tous les jours, il y a un temps disponible de loisirs pour les enfants. Ce temps-là, quand l'écran n'existait pas, évidemment, il était complété par soit des jeux de société, soit des livres, soit des choses comme ça. Maintenant que l'écran existe, je le vois avec mes enfants, évidemment, il y a une facilité, en fait, il y a une facilité d'immobilisme, quelque part, de réception, qui fait que l'écran a une place de plus en plus importante et clairement, parfois même beaucoup trop importante, juste dans le temps, en fait, disponible des enfants, dans le temps de loisir des enfants. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, il y a une guerre. Alors, on n'appelle pas ça une guerre, mais il y a, je dirais, un combat, c'est ce que tu disais, un combat des parents, de savoir effectivement si tu vas essayer de pousser le livre ou si tu vas essayer de pousser l'écran ou est-ce que tu vas essayer de, justement, de faire... Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel en citant un grand contempteur des écrans et du monde numérique qui a écrit La fabrique du crétin digital et qui lui aussi dit qu'il y a une guerre entre les livres et l'écran et qui ne dit pas seulement, c'est pas comme tu disais, la guerre entre les écrans eux-mêmes. Il écrit à un moment donné, imaginons qu'un écolier ait le choix entre lire un livre ou regarder la télé, ou être sur un smartphone ou être devant un écran. Dans la quasi-totalité des cas, il choisit cette seconde option. Mais que se passe-t-il si on lui retire l'écran? Eh bien, même s'il déteste ça, tout est intéressant et il pourrait être analysé là-dedans. Même s'il déteste ça, pourquoi il détesterait d'ailleurs? Enfin, bon, on se le demande. L'enfant va se mettre à lire et un peu plus tard, il dit, privés de leur gadget électronique, nos heureux élus commencent par se cabrer avant progressivement de s'adapter, de se remettre à lire, à jouer du saxo, à sortir le chien sur la plage, à faire la cuisine, à manger en famille, etc., à parler avec maman, etc. Et il dit pas qu'il n'y a pas de guerre entre le chien sur la plage et le livre, par exemple. Non, mais ce qui est bizarrement. intéressant, c'est qu'il met le livre et la lecture du côté de la vraie vie, on pourrait dire, du monde, le réel. Il y aurait la lecture, ce qui ne va pas de soi. Oui, oui, ce qui va pas de soi. Et il oppose, en fait, un monde digitalisé, qui serait un monde inauthentique, avec un vrai monde dans lequel le livre
étaient ceux qui tenaient lieu Oui, après, d'espace de transmission. Et ça a été remplacé. Donc la guerre, enfin voilà. après, quand on regarde un peu les derniers signaux faibles du marché du livre, ce qu'on voit, c'est que, enfin, c'est pas que des signaux faibles, hein, l'année dernière, il y a eu une année record sur le livre, et notamment sur les segments qui concernent la jeunesse. La BD, Bayard est bien placé pour le savoir, le parascolaire, la jeunesse, et même on va dire le segment pratique. Ça pense pourquoi cette embellie sur le segment pratique? Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui d'influenceurs qui font des livres papier et qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc on peut dire, c'est pas bien, c'est les influenceurs, etc. Mais il n'empêche qu'ils sont achetés par des jeunes. Donc finalement, cette opposition entre la disparition du livre avec l'écran, moi, j'y crois pas tellement. Aujourd'hui, on a quand même des signaux qui montrent qu'on peut revenir vers les livres. Et surtout, c'est le talent des éditeurs. Vous parliez effectivement du choix des politiques, mais après, il y a le talent des éditeurs. Nos maisons, alors j'ai regardé du coup, nos maisons ont 140 ans, 148 pour la vôtre. On est toujours là et elles seront toujours là après nous. Parce que ce qu'on publiait au début du XXe siècle n'a plus rien à voir évidemment avec ce qu'on publie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte aussi. Aujourd'hui, un manuel scolaire, ça n'a rien à voir même avec un manuel scolaire il y a 20 ans. On a beaucoup plus de visuels, on engage l'élève, après on parlera des contenus hybrides qui arrivent, etc. Donc on fait, voilà, Mortel Adèle, c'est un succès phénoménal. C'est bien que les éditeurs arrivent à aller chercher des lecteurs. On doit aussi remercier J.K. Rowling, Stéphanie Meyer. Alors peut-être que les parents se disent, ah oui, mais c'est pas intéressant de lire Twilight. C'est pas grave. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont allés lire Twilight. Donc je pense qu'il faut arrêter aussi avec le fantasme que moi j'avais, et dont je suis revenue, qui était de dire, ça serait bien quand même que mes enfants soient sur un canapé en train de lire le Jules Verne. Enfin, c'est fini ça, d'accord? Donc il faut aussi que nous, les éditeurs, on soit en capacité de proposer ce qu'il faut en termes de livres papier. C'est qu'on connaît tous un peu la magie de la lecture, voilà, de la lecture avec le livre. Et notamment cette expérience bouleversante, presque métaphysique, qui est de lire les mots d'un autre avec sa propre voix. Donc on incorpore en soi la vie d'un autre, et ça nous développe en nous un imaginaire. C'est une expérience quasi qui est incroyable quand on y pense. Bon. Voilà. Alors, qui demande un effort, qui demande de savoir lire, donc d'avoir appris, qui demande d'être capable, parce que savoir lire, c'est pas simplement voilà, annoncer des syllabes, c'est aussi être capable de comprendre le sens, de circuler dedans, etc. Donc ça demande des années et des années. Et j'allais presque dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre à lire. Je ne sais plus qui disait ça, mais on apprend à lire toute sa vie, évidemment. Et donc ça, c'est une expérience bouleversante. Voilà. Et je pense qu'on voit bien quand entre Noël, Pâques et puis l'été, les enfants de CP commencent à rentrer dedans. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment comme les premiers pas, quoi. D'un seul coup, la liberté arrive, on va pouvoir découvrir des mondes imaginaires et puis prendre la place. Mais pour autant qu'on a commencé. Pour autant qu'on a commencé et pour autant que l'imaginaire se constitue pas très tôt et très vite dans des jeux vidéo, dans des séries télévisées, pour autant qu'on a... Alors, moi, je pense que c'est le tout début. Aujourd'hui, on est au début de savoir ce que permet l'écran et des effets qu'il a. Mais je ne parle pas en termes d'effets nocifs ou pas, parce que de toute façon, en abondance, tout est nocif. Donc, ce n'est pas le problème. Mais l'écran, on sait qu'il y a des tas de choses fabuleuses qui permettent d'accéder au savoir très rapidement. Voilà, vous êtes avec des ados qui sont en train de discuter d'un sujet. En 2 secondes, ils vous disent que vous avez faux parce que vous n'avez pas le bon chiffre et tout ça. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est la bibliothèque universelle à portée de main. Bon, jamais le livre permettra ça. Voilà, en tout cas de cette façon-là. Ensuite, il permet une agilité de passer d'un texte à un autre, d'une image à un autre, de faire des rapprochements. Ça, c'est aussi extrêmement génial. Bon, il faut aller chercher dans sa bibliothèque 5-6 livres pour le faire. C'est possible, mais aujourd'hui, voilà. Donc, mais on le découvre tout juste, ça. Le fait que ça, sur l'attention, ça soit peut-être pas si génial que ça provoque des problèmes, enfin que la mémoire de ce qu'on a fait soit pas aussi longue qu'avec un livre, on le découvre. Voilà, je crois que tous ces effets de l'écran sur le cerveau, et grâce aux neurosciences, on est en train de le découvrir. Voilà. Mais nous, on n'est pas, je ne pense pas, on n'est pas dans une opposition du livre et de l'écran. On dit, le livre, son maintien, ça dépend aussi de gens qui veulent le maintenir. Voilà. C'est un choix des enseignants, des politiques, des parents, etc. Et l'écran, son bon usage dépend aussi de gens qui vont aider à son bon usage. Voilà. Et son bon usage, c'est des règles qu'on commence à entendre, exactement comme des règles de bien manger, le fameux 3-6-9, etc. C'est donc de temps passé, etc. C'est une sorte de parentalité numérique où on aide les parents
à se débrouiller dans les choix de contenu, parce que comme c'est quasi infini, voilà, c'est compliqué. Mais aussi qu'un bon contenu, ça peut se payer, hein, voilà, que ça peut s'acheter, parce que c'est aussi une économie, etc. Donc voilà, je pense qu'on en est au début de cette et de l'apprentissage de la connaissance des effets des écrans, voilà, et peut-être que Fabrique du crétin digital, voilà, c'est un peu rapide, un peu caricatural, etc. Bon, en tout cas, voilà. Et puis de dire, tout média demande un apprentissage, Oui, voilà, une diététique, on pourrait voilà, dire. exactement. Discipline et diététique. Et c'est très là- intéressant, je trouve, dans cette idée-là, justement, quand on parle de guerre ou quand on regarde ce que le livre de Desmurger est en train d'essayer de mettre en place avec ce monde virtuel des écrans et ce monde réel de la vraie vie des livres, ces deux mondes-là, ils n'existent plus. Effectivement, en plus, quand on vous entend, on l'entend très bien. C'est-à-dire, tu dis que la guerre est clairement perdue. Tu dis que la guerre est pas du tout perdue puisqu'on vend autant de livres qu'avant, donc pas du tout finalement. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que les écrans sont là. Et donc, si on veut essayer de les éviter, il va se passer deux choses. D'abord, on va créer une double société, un peu comme les gens de la Silicon Valley qui vont sortir leurs écrans, leurs enfants des écrans et qui vont essayer de l'éviter avant 13 ans ou 14 ans avec 4 nounous parce qu'ils ont la possibilité de faire du poney sur glace. Mais de l'autre côté, donc non seulement on va créer deux sociétés, une société qui a les moyens de sortir de l'écran, une autre société qui vit avec son temps quelque part et donc qui sont confrontés à la facilité des écrans. Et la deuxième chose que créent ces deux sociétés, et tu le dis très bien, tu as des étudiants qui vont pouvoir dire « Ah non, ce chiffre est pas bon, il est là ». Mais le problème, c'est que l'idée d'Internet, là où on ne peut plus mentir, en fait, il s'avère complètement faux. Les réseaux sociaux, il doit y avoir un apprentissage d'Internet, il doit y avoir un apprentissage des réseaux sociaux, et si tu ne le fais pas, tu tombes au contraire dans l'information quasi totale. Et c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs un jour, que j'ai trouvé très bien. Quasi la totalité de l'information que tu trouves sur un livre, elle est vraie. À part le pamphlet, parce qu'il se distribue pas plus que dans son univers. Mais l'information que tu trouves dans un livre, elle est vraie. Et tu as tendance à la croire. De la même façon, l'enfant qui est habitué à lire va voir l'information qu'il trouve sur Internet et va penser qu'elle est vraie, puisqu'il n'a pas été éduqué à ça. Et donc, si on n'intègre pas l'écran dès le départ, et la question, c'est pas est-ce qu'il y a un écran, et évidemment, faut pas abuser avec tous les problèmes qu'on connaît, mais c'est qu'est-ce qu'on utilise, comment on utilise l'écran, comment on l'utilise effectivement avec le livre, quelle est la question du contenu, quel est le contenu qu'on va donner, et bien dans ce cas-là, on risque d'avoir effectivement plein de gens qui vont pouvoir dire j'ai lu sur Internet que les vaccins, c'était une horreur totale, qu'il y avait des choses fabuleuses, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on constate comme dérive de la société d'ailleurs aussi. Non, la discussion s'oriente bien. On passe de l'opposition livre-écran comme support, en gros, à la une distinction entre livre-écran comme contenu. Et d'ailleurs, ça pourrait être ça. Et il y a une nécessité, il y a une nécessité justement pour être dans la vraie vie, d'associer les deux. C'est-à-dire qu'il y a un problème de l'écran. Pour moi, le problème principal de l'écran, c'est qu'il te plaque un imaginaire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le disiez, c'est hyper important de créer son propre imaginaire. Et ce travail qu'on fait avec le livre, qui est indispensable, de réussir à mettre sa voix sur les mots d'un autre, de réussir à créer un monde en fonction. Il y a un effort intellectuel qu'on n'a pas et qu'on n'a pas avec la télévision, qu'on n'a pas avec l'informatique, qu'on n'a pas avec toutes ces choses-là, parce que c'est très facile d'être finalement spectateur. Et donc la question, justement, le monde virtuel quelque part, c'est comment faire pour qu'avec ces écrans, on continue à laisser l'enfant créer son imagination et avoir ce travail incroyablement important dans l'apprentissage, justement, pour réussir à se souvenir des choses qu'il fait. Emmanuel, tu connais bien les jeux vidéo. Tu dirais que Minecraft, par exemple, un jeu aussi créatif que Minecraft ou Roblox, ça plaque l'imaginaire ? Alors, ça dépend des jeux. Minecraft et Roblox, pas du tout, justement. Ça permet de développer dans un univers bien défini un certain imaginaire et il est développé par l'enfant. Donc ça, c'est très bien. Il y a toutes les problématiques de l'écran qu'on va avoir, mais Minecraft et Roblox, c'est des jeux très intéressants, justement, parce qu'ils sont communautaires, parce qu'ils permettent de développer l'imaginaire et l'imagination, parce qu'il y a un travail de l'enfant, d'une certaine façon. C'est pas une série télévisée qui t'est plaquée, que tu regardes simplement sans bouger. Non, mais là, il faut quand même dire les choses. C'est-à-dire que tout le travail, notamment sur le cinéma, fait le boulot. La cinéphilie, la critique de cinéma. Il y a des bons films et des mauvais films. Il y a des bons livres et des mauvais livres. Il y a des bons jeux vidéo et des mauvais jeux vidéo. Et si on oriente la discussion maintenant, non plus sur la question du support qui serait ontologiquement soit bon, soit mauvais, ce qui est dit dans ce livre-là, le livre que je citais là, la critique du crétin digital, comme si tous les écrans, tout ce qui était sur un livre était forcément bon et tout ce qui était sur un écran était forcément mauvais, se pose la question derrière, c'est quel est le rapport du contenu au support, ça comment vous le pensez, et comment vous mesurez la manière avec laquelle les contenus très populaires qui sont donnés sur
sur les écrans, que ce soit d'ailleurs des séries ou les jeux vidéo, peuvent avoir une influence sur vos choix éditoriaux. C'est ça, En fait, après, il faut vraiment rentrer dans le détail, rentrer secteur par secteur, parce qu'il y a des univers dont on se dit que les écrans les ont définitivement absorbés. Je prends l'information. Voilà, l'information, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est passée, alors c'est peut-être un mot encore un peu vague, l'information, mais elle est passée du côté des écrans. Parce que c'est plus rapide, parce que ça répond à des besoins, voilà, comment dire, liés à nos temporalités, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne de moins de 50 ans qui lit un quotidien sous forme papier. Voilà. Donc l'accès à l'information de manière générale, ça a été absorbé. Voilà. Après, si on prend d'autres secteurs comme l'apprentissage ou l'imagination, voilà. C'est sur des secteurs comme ça où on peut se poser la question. Ouais, voilà. c'est Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rentrer secteur par secteur. Voilà, c'est sûr que Encyclopédie Universalis, qu'on avait tous à la maison quand on était petits et qui était absolument extraordinaire. Voilà, Même le dictionnaire, Wikipédia étant là, ça pour mon bac. ça change l'accès au savoir aussi. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans chacun des secteurs, de voir à chaque fois ce que ça apporte. Et ça développe d'autres choses. Par exemple, moi, je trouve que apprendre à apprendre aujourd'hui pour un enfant, ce qui est au fond une façon d'éducation aux écrans, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire apprendre à aller chercher de l'information, à réfléchir, y compris sur un écran. C'est les travaux qu'on leur fait faire du reste assez vite à l'école et encore plus au collège. Ça, je trouve que c'est une fonction fondamentale voilà, Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est assez intéressant, les derniers travaux qui ont eu lieu là, autour donc, du numérique à l'école et à quoi ça sert et est-ce que c'est efficace ou pas. Il y a une notion très importante, c'est effectivement un enfant, par exemple, ne se rend pas compte. Nous, en tant qu'adultes, on sait qu'on va aller plutôt lire sur papier parce qu'on sait, on a un métacognition qui nous dit qu'on retient mieux sur papier. Un enfant, il n'a pas ça. Et donc, lui, aujourd'hui, un enfant confronté à l'écran, il pense qu'il retient aussi bien avec l'écran qu'avec le papier. Or, c'est faux, mais il s'en rend pas compte, alors que nous, on le sait. Donc, ça va être tout le rôle de l'école, justement, de lui faire décrypter son mécanisme d'apprendre à apprendre, comment j'apprends, et donc, petit à petit, lui faire comprendre que finalement, quand il va devoir retenir une leçon, il vaut mieux qu'il le fasse sur du papier, alors que quand il va devoir, je sais pas, écouter un documentaire, etc., évidemment, ça passera par l'audio ou la vidéo. Et donc, c'est cette hybridation des supports qui est intéressante dans le domaine scolaire, sur lequel les éditeurs scolaires avaient cette intuition-là dès le début, parce qu'en fait, voilà, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'un manuel scolaire, aujourd'hui, vous arrivez, vous avez votre manuel papier, vous flashez la page, et puis vous avez une vidéo qui se lance, un QCM. Voilà, il y a une hybridation assez logique des supports. Et on voit et on commence à voir qu'effectivement, le papier va servir plutôt à la mémorisation. En revanche, l'entraînement, tout ce qui va être entraînement sur des mécanismes et des automatismes, là, il y a des choses très intéressantes avec le numérique, parce que le numérique, ça va permettre de proposer des entraînements avec l'intelligence artificielle de façon espacée, de façon régulière, qui vont ancrer les savoirs. Donc, on voit bien, ça c'est le démarrage des études et le démarrage des premiers résultats, et c'est très intéressant. Mais vous l'avez dit, on en est au balbutiement de la connaissance sur cette question-là. Donc, c'est effectivement, et ce que tu vas faire avec Powers, ça va être très intéressant aussi en termes de data pour voir comment on peut reconfronter l'enfant des choses qu'il aura appris à un moment, et à quel moment du jeu on va pouvoir le reconfronter pour vérifier qu'il a bien retenu, l'hybridation des supports avec le papier, pourquoi pas, tu le fais avec l'audio, enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais dans cette logique, à mon avis, d'hybridation. Le rôle social, le rôle des parents aussi, dans tout cet accompagnement, dans la restitution du savoir, par exemple, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, et effectivement, on le voit dans les études d'aujourd'hui, enfin l'éducation qui est une science de plus de 2000 ans, hein, tu me l'as dit quand on a commencé ça. En fait, elle en est vraiment, et c'est exactement ce que tu dis, à ses balbutiements sur son intégration de l'informatique. On ne sait pas du tout, en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va apporter, ce que ça peut apporter, et il y a un vrai rôle de savoir dans quelle direction ça va. Tu parlais de Minecraft, par exemple, c'est très intéressant, Minecraft, oui, ça fait développer l'imagination des enfants, mais ça ne fait le développer que dans une certaine direction, puisque tu as des règles très précises, et là où finalement tu peux faire des Lego, quelque part, c'est génial, mais à un certain moment, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Tu te souviens de la discussion qu'on a eue avec Tadei, qui était à propos d'instaurer ou d'éduquer, d'enseigner les principes démocratifs au travers de Minecraft, tu vois. Donc c'est quand même des choses qui sont pas tout à fait, s'ils sont un peu différentes de ce pourquoi a été conçu basiquement le jeu quand même.
Complètement. Et justement, mais c'est aussi toute la difficulté. Si tu prends un outil qui n'est pas fait pour ça, en fait, il y a une telle pauvreté des outils numériques pour apprendre d'une certaine façon, puisqu'on commence à les développer, c'est normal. Hein, il y a une pauvreté parce que, encore une fois, pour l'instant, enfin, ça a 10 ans d'existence ou à peine. Donc, il y a une pauvreté des outils. Donc, si tu veux développer la démocratie, qui est un truc fabuleux chez les enfants, et trouver, ou la sociabilisation, des choses comme ça, quand tu regardes ce que tu as à ta disposition, tu es obligé de prendre un outil qui n'est pas du tout fait pour ça, et d'essayer de le transformer autant que tu peux. Donc automatiquement, ça va créer des limitations. Et automatiquement, les études, elles vont être biaisées là-dessus. Automatiquement, il faut faire évoluer ces outils. Il faut se poser la question, encore une fois, quel est le contenu? Comment tu fais une hybridation de tout ça? Comment enfin voilà. Et ce qu'on a déjà découvert, c'est ce que dit Célia, c'est que un média, il met du temps à trouver son propre langage. Pendant très longtemps, la radio, c'était du théâtre enregistré, voilà, etc. Donc ça met des dizaines d'années parfois à vraiment accoucher de sa propre autonomie. Là, quand Célia fait la distinction entre des exercices d'entraînement, d'application, etc., et puis une fonction de découverte, de lecture, etc., sur le papier, déjà, ça montre en quoi un média peut être utile. Voilà. Et ça, je pense que ça met du temps comment dire, à accoucher de ça. Donc aujourd'hui, sauf si il y a des prophètes absolument géniaux qui sont certains que c'est la fin de la galaxie Gutenberg et qu'on va rentrer dans un autre âge de l'humanité. Bon voilà, nous, on n'est pas prophète, on est praticien de monde dont on essaye aussi de protéger ceux dont on a la charge, c'est-à-dire les enfants, pour qu'ils soient le mieux à même d'affronter le monde qui vient. Voilà. Et ce qu'on voit, je crois, c'est qu'il y a besoin d'un protège aux écrans. On voit les vertus de l'écrit tous les jours. On voit aussi les vertus de l'écriture. Parce qu'aux États-Unis, il y a un État dans lequel ils avaient arrêté l'écriture en disant ça sert à rien, puisque finalement, ils sont tous de clavier. Ils y sont revenus, parce qu'on s'est rendu compte, excusez-moi, qu'il y avait un lien entre la main et le cerveau. Bon, le roi Gourand, il avait écrit ça il y a longtemps, mais qu'il y avait un lien, que quand on écrivait, voilà, moi j'ai écrit quelques mots, là je les ai pas lus du tout, mais c'est juste parce que de l'écrire, ça fixe quelque chose dans ma mémoire. Donc il y a un lien entre ça et ça. Voilà. Ça, c'est des basiques, mais on découvre ça aussi, tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans ce dont on a envie, en fait, aujourd'hui, nous, éditeurs, je pense, c'est de partage d'expérience sur des choses qu'on fait les uns et les autres. Voilà, on parle de l'écran, on s'aperçoit aujourd'hui que l'écran, c'est aussi l'audio. Voilà, c'est pas que l'image. Et que l'audio est extrêmement important et que la voix est extrêmement importante. Voilà, parce qu'elle est un imaginaire. Et peut-être qu'on peut avoir des moments sur un écran d'audio sans visuel, parce que ça va reproduire une des fonctions qu'on aime dans l'écrit papier, qui est d'emmener loin avec des images à soi. Donc je crois que c'est ces ajustements-là qu'on découvre. Voilà, et il me semble qu'aujourd'hui, alors évidemment la pandémie, ça a été un accélérateur incroyable d'utilisation des écrans, ça il faut quand même se le dire, ne serait-ce que de communication, ça a été une chance fabuleuse. Donc là, on a presque une période maintenant qui va être intéressante, parce que on a vécu dans un état un peu extrême, et il faut en tirer des enseignements pour les années, en tout cas dans l'éducation, pour les années qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qui va définitivement disparaître, etc. Voilà. Ce qui est dit en ce moment, c'est que sur la question du numérique scolaire en particulier, la pandémie a fait gagner 5 ans dans toutes les adoptions possibles d'outils et de façons d'enseigner par les enseignants. Après, ce qui va être clé, c'est d'accompagner ces enseignants, parce que ce qui est aussi assez clé dans le processus et dans le geste éducatif, c'est que même s'il y a du numérique, il faut toujours le truchement d'un enseignant, et voilà, le robot professeur, ça n'existe pas et ça n'existera jamais, en fait, ça ne marche pas. Donc le cerveau d'un enfant, il a besoin d'avoir un médiateur à côté de lui, même s'il a un super logiciel en face de lui. Donc comment on accompagne ces enseignants aussi sur toute cette montée en compétences de comment apprend un enfant, qu'est-ce qu'il fait avec du numérique, comment je peux l'accompagner. Tout ça, ça va être très intéressant, parce qu'on voit bien que les enseignants s'y sont mis évidemment de manière absolument merveilleuse, mais qu'aujourd'hui, il ne faut pas les lâcher et qu'il faut continuer et les former surtout. Comment s'organise le travail de décision, qui est une décision politique en vérité, la question de l'enseignement dans les
les écoles, dans les classes, au collège, au lycée, etc., entre les éditeurs, les professeurs à l'éducation nationale, les créateurs de contenu privés, on pourrait dire, ceux qui maintenant viennent du numérique. Comment ça peut... Est-ce qu'il y a des tables rondes, ça discute entre soi, parce qu'on a tout... Moi, mon préjugé, c'est de dire l'éducation décide de tout et ensuite va éventuellement s'adapter. Et dans les maisons d'édition, les manuels sont faits en collaboration entre des éditeurs dont c'est le métier de fabriquer des livres et des professeurs, en gros, qui vont adapter leur contenu avec les éditeurs. Donc là, j'imagine qu'il y a un champ de discussion. On rêverait d'une concertation, parce qu'après tout, les éditeurs scolaires sont très bien placés, et les éditeurs en général, pour savoir ce qui se passe dans les classes, savoir quels sont les programmes qui fonctionnent, Alors ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui édicte les programmes. Voilà, c'est sa prérogative. Et nous, notre job, c'est de faire des manuels scolaires conformes au programme. Mais ensuite, il y a la question de qui finance ces manuels. Et ce n'est pas forcément le ministère de l'Éducation nationale. Ça peut être, par exemple, sur le niveau lycée, les régions. Mais comment se repenser? Parce que, en fait, ma question est sur se repenser ces manuels avec de nouveaux acteurs, comme par exemple Emmanuel, ou de gens. Comment ça se repense? Après, on prend le programme. Donc ça, c'est déjà notre boulot d'éditeur, avec effectivement des auteurs qui sont des enseignants, mais qui sont aussi des chercheurs, et on intègre dans nos équipes évidemment des compétences aujourd'hui qui sont des compétences numériques, avec des enseignants qui sont formés et qui enseignent beaucoup avec le numérique pour mettre en place cette hybridation des pratiques dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, on conçoit un manuel scolaire aussi bien en papier qu'en numérique. C'est pas juste on passe le manuel scolaire qui est sous sa forme papier en EPUB, en gros, en PDF pour le lire. Non, pas du tout. Donc on imagine des scénarios, on fait des cartes interactives, on fait des QCM, on fait de l'ancrage mémoriel, on fait de l'intelligence artificielle avec ça peut vous arriver sur certains produits. Donc on a toute cette hybridation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une industrie. C'est industriel, c'est artisanaux-industriel. Tu en parlais précédemment, excuse-moi, mais là-dedans, Atier, par exemple, a un rôle aussi d'accompagnement des enseignants? Ah bien sûr, oui, ça c'est notre... En fait, il faut bien avoir conscience que le manuel scolaire, c'est ce qui va mettre en musique et en lumière les programmes. Parce que les programmes, c'est 10 pages, donc c'est assez aride. Et en fait, c'est le moment où les enseignants vont s'approprier le programme, c'est le moment où ils vont recevoir leur manuel scolaire dans leur casier. D'accord ? Parce que c'est là où ils vont voir 10 manuels scolaires en français, par exemple, sur le même niveau, et ils vont pouvoir se dire « Ah oui, cette mise en musique, elle m'intéresse, et je comprends ce qu'est l'esprit des programmes, alors que cette mise en musique-là, je ne comprends pas bien, donc je ne vais pas choisir celui-là. » Non, il y a un vrai rôle du manuel scolaire dans justement la communication du programme. D'accord. Ce qui est intéressant, il y a des lieux qui existent de discussion. Alors nous, on n'est pas directement dans le... Nous, Bayard, on développe plutôt ce qu'on appelle les compétences humaines, ce qu'on traduirait en anglais par les soft skills. On voit à quel point c'est important dans la vie d'aujourd'hui, apprendre à connaître et à gérer ses émotions, l'intelligence relationnelle, etc. Enfin, qui fait quand même une grande partie de nos activités humaines. Mais il y a des tas de lieux où on discute avec les enseignants. D'abord, c'est un monde qui est... D'abord, les enseignants, c'est aussi des parents, déjà, donc ils ont envie, pour leurs propres enfants... de comprendre et d'avoir des solutions. Puis il y a des tas de lieux, les régions, les mairies pour les écoles, évidemment, où tout ça se discute. Et puis c'est pas un monde, même si c'est un monde qui paraît monolithique, en réalité, c'est un monde où il y a beaucoup d'échanges entre les enseignants eux-mêmes. Donc voilà, moi je trouve que ce qui est intéressant, souvent pour trouver des solutions, c'est de partir des... Parce que, je veux dire, pour les bons élèves, toutes ces discussions-là... sont pas très importantes au fond. Les parents sont là pour réguler, les enseignants et les écoles avec des projets très forts, etc. Là où c'est compliqué, c'est pour les élèves en difficulté, parce que, comme toujours, les réflexions, elles doivent, comme la loi, elles doivent être là pour protéger les plus faibles, pas les plus forts. Et donc, il me semble qu'en France, où justement on a déjà une séparation, entre guillemets, des forts et des faibles qui est très, très... C'est importante, hein, quand on regarde PISA, je ne sais plus combien on est, 22e, mais en réalité, on n'est pas 22e, on est premier et 50e sur le premier décile, et voilà. Et donc, c'est ça notre difficulté en France. Et donc, je trouve qu'un des enjeux, c'est de partir de ceux qui sont les plus fragiles, et de se dire, eux, comment le digital peut les aider
à accélérer d'abord des mises à disposition de contenu dans des familles où c'est pas forcément, voilà, des intelligences, des mises en relation avec des enseignants ou des communautés, etc. Donc aujourd'hui, bon, entre les ENT, les environnements numériques de travail pour les... Bon, il y a des choses dans les Hauts-de-France. Moi, j'ai vu l'environnement numérique de travail, il est quand même extrêmement bien fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des ressources pour les parents, voilà, pour les enfants, etc. Bon, après, il faut éduquer pour y aller, mais bon, voilà. Et la trousse à projets, hein, qui est des projets du gouvernement, voilà. Bon, pour l'instant, c'est dans je crois, juste une dizaine de départements, mais c'est de mettre des ressources à disposition, voilà. Donc, je trouve qu'en partant de ça, et puis on sait bien, alors Célia de savoir encore mieux que moi, que sur tous les 10, le digital, pour le coup, peut énormément aider. Mais en plus, il y a une surreprésentation. C'est-à-dire que je me souviens, la première fois que je suis allé chez Bayard et que je t'ai rencontré justement pour apprendre comment faire et ce qu'on a besoin de développer, on avait commencé à lire les premières études et assez timidement, on avait dit, bah oui, évidemment, l'écran avant 6 ans, c'est mal. Et comme tout le monde le dit, hein, il faut éviter, et ce qui est une réalité, il faut éviter l'ordinateur ou tout écran avant 6 ans. Et je t'avais dit ça à ce moment-là, quand tu m'as demandé c'est pour quel âge votre jeu. Je dis bah pas avant 6 ans parce que avant 6 ans l'écran c'est mal. Et tu m'as dit en gros imbécile, tu ne l'as pas dit comme ça, hein, mais imbécile que tu le veuilles ou non, il y a plein d'enfants de 3 ans qui sont devant l'écran. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne juste, on n'en parle plus, on laisse tomber. Et effectivement, en fait, dans les classes les plus faibles, ce que dit aussi le livre, hein, et ce que dit à peu près tout le monde, c'est que les enfants aujourd'hui sont plus dans la rue. Il y a eu même des débats, je me souviens des pubs sur la PlayStation qui étaient complètement horribles, qui disaient que les enfants sont plus dans la rue, ils sont maintenant devant leur écran, devant les consoles, ce qui est une horreur totale. Mais d'une certaine façon, les enfants sont plus dans la rue, ils sont devant les écrans. Donc justement, quelque part encore plus, on a un besoin de réfléchir à quel est le contenu, comment sublimer l'écran, comment l'écran peut amener vers le livre, peut amener vers le papier, comment les deux doivent cohabiter, obligatoirement. Parce que, qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on ait 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans ou 40 ans, on est devant les écrans en permanence. Oui, c'est seulement une réflexion sur l'esthétique de l'écran, la saturation des écrans, un écran, ça se lit aussi d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'on veut immerger l'enfant ou au contraire lui donner un peu de distance pour qu'il ait une maîtrise un petit peu de l'environnement graphique? Voilà, c'est ça qui est, moi, je trouve assez intéressant. Nous, on fait aussi dans le digital, hein, parce qu'on avait pas... Au début, on était un peu... Vous savez, c'était l'époque des grands documentaires Darling in Kindersleep. Oui. D'un seul coup, on a découvert la photo détourée. C'était dans les années 80, hein, 90, ouais, 80, 90. Voilà, c'est un éditeur incroyable anglo-saxon, voilà, qui a mis ça et qui a fait plein de documentaires avec des photos détourées. Donc, on voyait d'un seul coup les objets, un coquillage, une pomme comme ça, sur fond blanc, etc. Voilà, c'était intéressant. Et en même temps, ça a amené toute une réflexion sur est-ce que ça existe un objet sur fond blanc dans la vie? Ben non, c'est toujours dans un contexte. Donc, on a enlevé le contexte. Je trouve que pour les écrans, c'est pareil. La couleur qu'on prend pour le fond, la lisibilité qu'on donne aux objets, etc. C'est toutes ces petites choses-là sur lesquelles réfléchissent les directeurs artistiques sur le papier et en digital. Et à la fin, on construit des objets qui sont, qui doivent être, qui sont des actes de création, voilà, des créations. Moi, c'est ça ce qui est intéressant, et je trouve que c'est ça aussi qui nous plaît avec Power Z, c'est de se dire que c'est des aventures de création. D'abord, c'est des éditeurs qui font ça, qui essaient d'aller à la rencontre de public. Et l'avantage de l'écran par rapport au papier, c'est qu'on est en capacité quasiment de tester en permanence. Voilà, avec le papier, les process... Un changement de contexte à une vitesse incroyable. Ce qui plaît aussi beaucoup. Tout d'un coup, tu te mets dans une situation et une seconde après, tu es dans une autre. Voilà. En fonction de... Avec le papier, ça prend des mois avant de changer, etc. Donc, c'est pas du tout le même rapport. Et c'est ça qui est passionnant avec l'écran et qui permet... Si on revient un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a une question dans le chat d'un certain Romu Capron, je pense qu'on doit le connaître. Il demande à quand les manuels scolaires entièrement numériques dans nos écoles selon vous? Donc je pense que ça va surtout à vous deux, Célia et Pascal. Bah, ils y sont déjà en fait. Donc ils sont comme je le disais tout à l'heure, ça dépend des volontés. Enfin, la question est difficile. Pourquoi est-ce que vraiment il faut 100% des manuels en numérique en fait? Bah, moi je dirais plutôt que non. La solution elle est plutôt entre vraiment une combinaison des deux supports. Donc le choix politique qui à un moment va être fait par une région de dire maintenant je bascule tous mes lycées en 100% numérique. Aujourd'hui, il est fait là récemment. Il a été fait sur ces 2 dernières années dans 3 grosses régions, hein, en Île-de-France,
en région Sud et en Grand Est. Donc aujourd'hui, tous les lycéens de ces régions-là, alors pas tout à fait en Île-de-France, mais travaillent en 100% numérique, alors en 100% manuel numérique. Donc heureusement pour eux, j'espère qu'ils qu'ils écrivent encore leurs cours à la main et que ça leur permet de mémoriser. Donc ce choix-là, c'est un choix politique qui, pour le coup, effectivement, là encore, c'est là où on voit qu'on en est encore un peu au démarrage, c'est qu'il n'a pas été questionné sur un plan pédagogique, parce que c'est la région qui finance. Donc après tout, le ministère peut pas dire grand-chose. Je pense que le ministère est convaincu qu'il faut que c'est les deux supports ensemble qui peuvent fonctionner. Voilà, donc une complémentarité entre les deux supports. Donc ce choix politique, je suis pas sûre que dans 4-5 ans, il continue. Peut-être qu'on va revenir vers quelque chose de plus bimédia. On verra ce qui sera intéressant, c'est de regarder les études qui vont être faites par le ministère justement sur ces populations de Quand lycéens. vous parlez d'études, vous parlez d'études sociologiques, Il y a En fait, neurologiques. il y a beaucoup d'instruments d'évaluation à l'éducation nationale. Hein. Il y a les inspecteurs, donc les inspecteurs généraux qui, eux, font des études plus qualitatives, c'est-à-dire qu'ils vont sur le terrain, ils vont voir les pratiques, ils regardent ce qui se passe, la formation des enseignants, etc. Donc ça, Et ensuite, il y a tout un tas de rapports, de discussions qui sortent. Et puis, il y a aussi également ce qu'on appelle le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a été monté il y a 4-5 ans, je crois, 3-4 ans, et qui, aujourd'hui, a mis en place une politique sur la base des neurosciences, d'évaluation de tous ces... de tous les phénomènes d'apprentissage, alors beaucoup axés sur le primaire, mais il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui sur... Voilà, le champ nouveau, c'est les neurosciences. Oui. C'est l'idée qu'on est quand même devant un continent à découvrir. C'est les neurosciences qui vont être l'outil qui vont permettre d'en savoir davantage. Alors, il ne faut pas non plus être totalement neurosciences, parce qu'il y a aussi toutes les sciences humaines, ce qui va être, on l'a dit, hein, il y a la médiation de l'enseignant dans la classe, il y a le contexte de la classe, le contexte socio-économique de la classe, et on sait que ça, c'est des critères très importants dans l'acte d'apprentissage. Donc, ne pensez aussi qu'en neurosciences, ça suffira pas. Il faudra mêler les deux pans. Oui, il faut conserver une dimension humaniste à la recherche, parce que sinon, on peut vite transformer l'humain en un animal intelligent. Donc, qui n'est pas que ça, c'est aussi... Non, mais ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, comment fonctionne le cerveau face à Oui, un tout à écran. fait. Oui. Bon, visiblement, Oui, c'est Ce que c'est que l'intelligence relationnelle fait partie de l'apprentissage, etc. Il n'y aura pas que le fonctionnement du cerveau. Voilà. C'est très intéressant et ça va nous aider, mais il faut prendre en plus tous les contextes sociaux autour. Excuse-moi, peut-être que tu... Oui, en fait, non, je trouvais ça assez étonnant, tu sais, quand tu parlais du tout numérique dans certaines régions, dans l'Île-de-France, visiblement. C'est assez contradictoire, c'est assez étonnant, tu vois, de voir qu'on peut avoir... En fait, on dirait qu'on manque de direction, on sait pas quoi faire. C'est le contraire de ce que tu présentais tout à l'heure en disant que la loi est censée protéger le plus faible et non pas le plus fort, tu vois. Et Là, il y a à la fois une volonté politique finalement d'équiper tout le monde. Donc ça, parce que le constat qui est fait, c'est que on n'est pas tous équipés pareil, et les populations défavorisées n'ont pas forcément un écran individuel pour chacun de leurs enfants. Donc ça peut être effectivement une volonté d'équiper et de lutter contre les inégalités. Mais après, c'est sur le plan pédagogique où ça n'a pas été questionné. Mais bon, on est dans une période, on voit bien, encore une fois, intermédiaire. Ce qui s'est passé là pendant 1 an, ça va bouger les choses. Y compris dans nos relations de travail. Voilà. Il y a des gens qui imaginaient que pendant 1 an, on pouvait travailler sans se voir, quasiment. Donc, c'était impensable avant. Donc, d'un seul coup, c'est arrivé. On n'a pas envie que ça reste comme ça, parce qu'on voit bien aussi les faiblesses que ça apporte. Mais je trouve que là, ce qui va être passionnant, c'est le temps qui s'ouvre maintenant, dans les 2-3 ans qui viennent, où on va certainement transformer des choses. Voilà. Après, il y a des freins partout, voilà, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. J'ai une question à vous poser à vous trois, en fait, même si je pense que ça te concerne, mais différemment. Tout à l'heure, Pascal, tu rappelais l'importance qu'a été la loi sur le prix unique du livre, les lois sur la protection du financement du cinéma français, des choses comme ça. En fait, ce sont des lois qui visent à calmer le jeu du marché, qui permettrait à mettre des acteurs dans des telles positions de monopole que ça interdirait l'émergence ou le développement d'autres, etc. Bon, voilà. En fait, ça serait quoi les lois que vous attendriez dans le contexte, si on essaie de voir un contexte analogue où effectivement, d'un côté, il y a des petits
producteurs de contenu, voilà, et puis à côté, des monstres, les GAFA. Pour Oui, aller bah, vite. c'est ça, Voilà. il est là. Ça serait quoi les lois que vous attendriez qui seraient l'équivalent de ce qu'ont été ces lois protectrices des années 80? Bon an, mal an, quand même, dans la culture dont on parle avec Célia, etc. Le médiateur, il a un rôle important, que ce soit un professeur, que ce soit un libraire, que ce soit un parent. Enfin, à chaque fois, la transmission, ce qu'on appelle la transmission, elle se fait quand même par l'intermédiaire d'un humain, voilà, qui essaye de transmettre. C'est une phrase de Saint-Augustin, on aime que ce qu'on connaît, mais pour connaître, il faut que quelqu'un vous le fasse découvrir, etc. Voilà, donc voilà, nous, on pense que les médiateurs, ils ont un rôle d'un éditeur, etc. Le risque, l'enjeu, à mon avis, principal avec le digital, c'est qu'à partir du moment où la distribution de ces contenus sont entre les mains de quelques acteurs, les lois RGPD, etc., c'est super, mais au fond, vers qui est-ce qu'elles favorisent à la fin? Nous, on est éditeur, on utilise le digital pour communiquer en marketing. Donc, on nous interdit maintenant de tracer voilà, les cookies, etc. Mais nous, on a des toutes petites cohortes d'utilisateurs. Google, il a des cohortes monstrueuses. Donc, lui, il s'en fiche d'avoir l'anonymisation de la donnée. Parce qu'il peut faire des cohortes tellement dingues, de toute façon, il est capable de reconstituer une forme de traquage. Et donc, cette loi, paradoxalement, elle va, et elle est certainement utile, mais elle va déshabiller un peu les petits pour finalement favoriser les très gros comme les plateformes. Donc, je trouve que toute la réflexion, en tout cas, autour des plateformes, des algorithmes de recommandation, de faire que la distribution des contenus ne soit pas aux mains que de quelques-uns, parce que ça, c'est un enjeu majeur dont on ne connaît pas du tout du reste, que ce soit des distributeurs de produits physiques comme Amazon ou de produits digitaux. Voilà, que ça soit travaillé, mais ce qui est aussi en train d'être le cas, ça, moi, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire l'intelligence. Les plateformes, au fond, on peut considérer que c'est des sortes de biens communs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont une position hégémonique, et voilà, peut-être tant mieux, sur une distribution de contenu, ben, d'une certaine façon, elles appartiennent à tout le monde. Et on en est tous responsables. Enfin, c'est pas que, non, on en est tous, on en répond tous. Je réponds du contenu que je mets sur Facebook parce que je sais que je vais influer. Donc, chacun, et en particulier ceux qui les possèdent, doivent se dire ben, j'ai un bien commun entre les mains et il faut que je réfléchisse aussi à ça en tant que bien commun. Alors, ça pose des questions. Mais on n'y est pas. On en est loin. Non, mais c'est justement le contraire. Mais c'est ça, le génie de l'Europe, c'est ça. Si l'Europe a un génie dans le monde, elle n'a peut-être pas eu le génie de développer techniquement ces choses-là, encore que bon, mais elle a un génie humaniste et juridique pour penser ça. Voilà. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment un talent européen qu'on peut développer. Après, moi, j'ai le même point que Pascal sur la question effectivement des plateformes et de la question de la protection des données. Et en fait, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'avec ce nouveau règlement de la RGPD, je rejoins totalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes finalement les... Peut-être rappeler ce que c'est que le règlement de la RGPD. Alors, je vais laisser Pascal. C'est la capacité d'un éditeur, d'un acteur sur Internet à conserver, à utiliser les données qu'il récolte. Voilà, et à être transparent quant à l'utilisation qui en est faite, ce qui est tout à fait normal et logique. Or, il paraît absolument logique. Tout à fait. Or, aujourd'hui, il faut savoir que dans le domaine scolaire en particulier, les données élèves, par exemple, sont considérées comme sensibles. Ce qui est normal aussi, c'est-à-dire que toutes les traces d'apprentissage d'un élève, effectivement, on n'a pas envie qu'elles soient... Donc nous, évidemment, en tant qu'éditeur, on est tout à fait conforme, mais le ministère remet une couche, puisque ce sont des données sensibles. Donc il y a un système en plus que la RGPD. Donc nous, en tant que fournisseurs de ressources, on est contraints par une surcouche, on va dire, une supra-RGPD, sur cette question-là. Ce qu'on accepte, bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont les fournisseurs de ressources qui ont cette surcouche. Les fournisseurs de services, comme un Google, un Microsoft, un Amazon, n'est pas contraint par cette surcouche. Donc nous, ce qu'on demande en termes voilà, c'est une égalité de traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus contraint ou au contraire qu'on contraigne plus les GAFA sur cette question des données élèves. Il n'y a aucune raison qu'ils y échappent. Tout ça parce qu'ils sont fournisseurs de services. Donc ça, c'est très important, parce que ça, pour le coup, c'est un enjeu majeur. Enfin, qu'est-ce qu'on va... Et d'autant plus que, puisque finalement la problématique des ressources scolaires à l'école est assez sous-financée globalement, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'argent qui sont mis sur l'achat des manuels scolaires, notamment sur les niveaux primaires et collèges, la nature, elle a horreur du vide. Hein. Donc si c'est
S'il n'y a pas d'argent, que vont faire les enseignants? Ils vont aller chercher des ressources, où ça? Sur Google, sur toutes les plateformes qui, après, vont évidemment utiliser les données pour en faire ce qu'ils veulent. Donc là, on est face quand même à une responsabilité politique, pour le coup, c'est qu'il faut assumer le fait qu'on ne finance plus aujourd'hui de ressources à l'école et au collège. Et que forcément, les enseignants vont pas arrêter de travailler. Donc ils vont aller chercher des ressources gratuites, qui ne sont jamais gratuites, puisque c'est la donnée que vous monnayez. Emmanuel, je veux avoir ton idée sur la manière avec laquelle toi tu arrives dans ce monde des contenus numériques qui ont à la fois une fonction d'apprentissage et une fonction ludique. Qu'est-ce que tu découvres et pourquoi tu décides d'aller plutôt travailler en regardant ce qui se passe chez les fabricants de livres que ce qui se fait chez les autres producteurs de contenus digitaux? Encore une fois, je pense que d'abord, il y a très peu de producteurs de contenus digitaux éducatifs avérés, avec pignon sur rue, qui a prouvé quelque chose, contrairement à des boîtes qui ont 140 ans d'édition, et quelque part qui connaissent un tout petit peu leur utilisateur. C'est-à-dire que si je veux savoir comment rêve un enfant, quelque part, le plus simple, c'est que je demande à des gens qui les ont fait rêver pendant des centaines d'années. Ils ont grandi après, c'est plus les enfants, mais d'autres générations. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, la deuxième chose, et mon arrivée là-dessus... Tu sais aussi que les GAFA travaillent sur des programmes éducatifs. Exactement. Donc, ma deuxième chose, c'est exactement ce que disent Pascal et Célia. C'est que, pour moi, il y a quand même un danger. C'est-à-dire qu'avec cette révolution, et effectivement avec un truc qui est très européen aussi, c'est cette peur de l'écran, qui est beaucoup plus européenne et française particulièrement que dans d'autres pays. Quelque part, on prenne un retard, comme il y a eu des retards dans l'intelligence artificielle, dans le commerce en ligne, dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire que le refus de continuer avec son temps, pour que finalement tout le monde aille consommer des contenus qui sont moins protégés, qui sont moins régulés. Donc, à un moment, et c'est pas un moment, c'est déjà maintenant, Amazon, Google vont s'apercevoir qu'il y a un marché de 2 milliards d'enfants qu'on peut éduquer et avec tous les moyens, ils vont faire un programme qui marche bien pour apprendre les maths. Et s'il y a un programme qui existe, qui marche bien pour apprendre les maths, qui est gratuit, dont encore une fois le seul prix quelque part est la donnée, bah, évidemment des millions de personnes vont le consommer et tout le monde va le consommer en France. Il faut trouver une alternative. Il est urgent pour moi de trouver une alternative et de pouvoir reprendre quelque part, reposséder notre éducation dans ce monde plus numérique. Donc, essayer de savoir comment, d'abord, effectivement, on peut faire rêver les enfants, et pas simplement... l'apprentissage, en fait, à la Matrix, j'y crois pas beaucoup. L'apprentissage à la Matrix, c'est on va prendre un écran, ou à la Orange Mécanique, que je préfère encore plus, on prend un écran, on a les yeux grands ouverts, ça dure pendant 24 heures, et puis on a appris quelque chose où on peut imaginer... Orange Mécanique, c'est pour le faire souffrir. Et pour le faire souffrir, mais c'est intéressant aussi. Mais j'aime cette idée de ce qu'on voit un peu dans la fabrique du crétin digital, de la personne qui a un réceptacle, qui est complètement réceptif à tout ce qui va se passer et qu'on va lui inculquer fortement. La pure passivité. Voilà, sans prendre en compte l'humain à côté. Donc ça, j'y crois pas. En ce qu'on voit aussi, en parlant, alors effectivement avec les éditeurs, mais aussi avec des professeurs, avec des neuroscientifiques, avec des experts Montessori, c'est que il y a une dimension sociale qui est incroyablement importante dans l'apprentissage. Tu apprends aussi pour reproduire, pour faire comme d'autres, pour faire différent d'autres, la compétition, la collaboration, enfin plein de choses comme ça. Je voudrais trouver comment on fait un contenu digital qui non seulement n'apprend pas, mais permet de développer l'imagination, permet aux enfants de prendre confiance en eux, quelque part, et soit beaucoup plus armés, justement, dans cet avenir digital, pour savoir comment le manier, comment utiliser l'écran, comment se tourner vers le livre, comment cette facilité de l'écran, quelque part, peut tourner vers la difficulté, mais le plaisir du livre. C'est bien que tu l'aborde parce qu'il y a une question dans le chat de Vincent Veilla, qui demande quid de l'enseignement au numérique en classe. Et il pense notamment à la recherche d'informations fiables, par exemple. En fait, on a eu beaucoup de discussions donc, avec un monsieur très intéressant qui s'appelle Gérard Bonheur, effectivement sur... C'était le grand principe d'Internet auquel j'avais complètement adhéré il y a 10 ans, justement, quand l'encyclopédie Universalis disparaissait pour donner le profil Wikipédia, et là on va rechercher toutes nos informations sur Wikipédia, on se dit, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus mentir.
Maintenant que tout est sur Internet, quelque part, c'est facile. Il suffit en un clic d'avoir l'information. Personne ne pourra se 3 tromper. jours Personne après, il y pourra... avait les fake news qui commençaient. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que non seulement il y a des fake news qui commençaient, mais contrairement à un pamphlet, encore une fois, qui est distribué que dans un cercle bien défini et qui peut être, enfin, c'est ce que Pascal m'expliquait, c'est-à-dire qu'il y a, dans le livre, il y a un rôle d'éditeur. Donc il y a une responsabilité de la personne qui édite le livre qui doit quelque part être garant de ce qu'il va publier. Et un livre n'est pas publié n'importe quel. Là, n'importe qui peut publier ce qu'il veut, parce que Google ne fait pas éditeur. Donc n'importe qui va publier ce qu'il veut, et on a une tendance à chercher les nouvelles qui nous font un peu peur, ou les nouvelles qui sortent de l'ordinaire. Donc pour dire que la Terre est ronde, c'est facile, c'est pas une information, c'est une non-information, mais que la Terre est plate, c'est une information. Pour dire de la même façon que le monstre du Loch Ness a existé, c'est une information. Et on va pas chercher l'information que le monstre du Loch Ness n'a pas existé, on va chercher celle qu'il a existé et des preuves. Et en fait, ce besoin de dire et ce besoin de chercher fait qu'il y a 10 fois plus d'articles sur des choses fausses que des choses vraies. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que l'Internet ment, en fait. Et que finalement, au contraire, contrairement à ce qu'on pouvait penser qu'on va avoir une éducation, on ne pourra plus mentir, ben on peut 3 fois plus. Et donc, il y a effectivement le besoin d'éduquer au numérique en classe sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est une source, qu'est-ce qui est un tiers de confiance, et ça, pour l'instant, c'est pas commencé. Alors évidemment, nous, dans Powers, on veut commencer à créer cette réflexion, ce libre arbitre, cette libre pensée, ce besoin de voir, par exemple, c'est un jeu là où tu vas voir des personnages qui mentent, qui se trompent parfois, c'est pas même pas qui mentent, qui se trompent, et l'utilisateur, l'enfant, va être amené à avoir des réflexions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comment trouver justement, comment lui-même trouver les bonnes informations et comment avoir un tiers de confiance d'une certaine façon. Mais ça, c'est un rôle incroyable, et vous allez en parler maintenant, mais c'est un rôle incroyable et beaucoup plus important des éditeurs et de l'école, Oui. effectivement. Et l'école a quand même, on va rassurer l'auditeur, enfin c'est pas un auditeur, hein, il y a un pan d'éducation aux médias et à l'information hein, dans tous les nouveaux programmes scolaires qui sont sortis depuis 5 ans. Donc cette question-là, elle est intégrée, mais c'est vrai il faudrait qu'elle soit transverse. Enfin, l'idéal serait qu'elle soit transdisciplinaire en fait, parce que souvent elle est prise en main par les professeurs d'histoire géo, ce qui est effectivement assez connexe avec mais finalement tous les enseignants doivent prendre en compte cette question parce que cette question-là, elle se pose aussi bien en cherchant des faits sur la science que dans le domaine de l'histoire géo. Donc cette dimension, elle est prise. Et oui, bien sûr, en tant qu'éditeur et encore plus en tant qu'éditeur scolaire, souvent le manuel scolaire, en fait, c'est le seul livre qui rentre dans certains foyers. Hein. Donc c'est tenté qu'il arrive jusqu'au foyer. Donc on a évidemment un manuel scolaire, il est là pour dire les programmes, pour avoir l'exhaustivité, mais il est aussi porteur des valeurs qui sont l'éducation aux médias, les valeurs civiques, les valeurs de respect, etc. Donc c'est évidemment un instrument très important dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez connaissance du fait que les enfants, voire les enseignants ou les parents, soient aussi formés justement à cette culture numérique outre-Atlantique ou en Asie ou dans d'autres sphères que l'Europe? Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, on parle de la France. J'ai l'impression, tu vois, quand tu parlais de cette exception presque européenne, tu vois, tu as parlé de talent européen. Le talent européen, il est sur la réflexion, je pense, éthique et juridique, sur l'utilisation des plateformes, etc. C'est pas pour rien que le droit voisin, c'est né en Europe, c'est une réflexion sur l'usage des contenus. Et puis sur, c'est quoi un éditeur, c'est quoi un agrégateur, c'est quoi une plateforme, parce que clairement, Google, Facebook, s'ils mettent un contenu antisémite ou raciste, je veux dire, ils ne sont pas condamnables. Nous, on est condamnables, on est responsable, on est juridiquement responsable de ce qu'on édite, de ce qu'on produit. Voilà, et on peut être attaqué à juste raison. Voilà, donc, et on voit bien que, du reste, ils doivent, quand ils interdisent le compte Twitter de Donald Trump, voilà, ils le font, mais sur quels critères, voilà, tout ça. Et je pense que nous, en Europe, par l'histoire du droit qu'on représente, etc., par le souci à l'éthique en général, on a une réflexion qui peut être, et puis avec ce mélange aussi Europe du Nord, Europe du Sud, on a une réflexion intéressante à pousser. C'est aussi un talent, le juridique et l'éthique. Voilà. Mais ce que je vois, pour voir quelques éditeurs en Extrême-Orient, je suis assez frappé. Alors évidemment, les grands éditeurs digitaux, ils sont souvent dans l'apprentissage, quand même, parce que notamment en Extrême-Orient, où il y a une obsession pour la réussite scolaire. Mais je vois en Corée, par exemple, du Sud, il y a beaucoup de grands éditeurs digitaux
avec des prix qui sont élevés de vente, qui rebondissent sur le physique et qui font de l'hybridation entre, voilà, au bout de, je sais pas quoi, un certain nombre de points, on peut aller récupérer des livres en librairie, etc. Enfin, il y a des tas de systèmes comme ça qui allient papier et écran. Mais c'est vrai que, bon, Ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout ici en France. bah, si, ça existe, mais Bah, moi, je savais pas. Enfin, Oui, mais ça existe, oui. ça existe, mais ça Après, n'a pas ouais, encore... sur la Corée, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est ils ont fait le phénomène, c'est pour ça que je dis que le tout écran, on va revenir en arrière. Ils ont été un des premiers pays à basculer toute leur population d'élèves en tout numérique, en les équipant voilà, de tablettes il y a déjà, je ne sais plus, 10 ans. Et donc on regardait ça avec des yeux, voilà, on disait ouais, c'est formidable ce qu'ils font en Corée du Sud, c'est génial, pourquoi on ne fait pas ça, etc., etc. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, ils reviennent en arrière en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait des performances qui baissaient, parce qu'on était parti sur le tout numérique. Donc c'est un peu intéressant. Et on voit bien que les éditeurs, du coup, eux aussi, nous, en tant qu'éditeurs, on est aussi là pour accompagner les mutations et les volontés politiques. Donc nous, on propose des offres qui sont hybrides, mais après, quand on a une région qui nous dit attends, mais maintenant c'est tout numérique, bah, ok, donc voilà, le manuel tout numérique, il est là. Mais il faut aussi, donc nous, on est toujours balancé entre ce qu'on pense qu'il faut faire et qu'on fait, et puis accompagner quand même des mouvements dont on sait qu'ils vont être des mouvements sans doute de balancier, en fait. pardon, Non, mais Mais- exactement ça. Même si on voit, alors effectivement, il y a ce que je disais, c'est qu'il y a une particularité française encore plus exacerbée que dans les autres pays de la peur de l'écran ou des méfaits que ça peut causer. Il y a un retard d'une certaine façon un peu français, un peu européen, mais c'est très très récent. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les EdTech, c'est-à-dire les technologies de l'éducation, il y a un essor extrêmement rapide en ce moment, mais qui est en ce moment en Chine et aux États-Unis. Effectivement, l'utilisation du numérique, ça explose complètement avec plein de solutions, plein d'idées, plein de réflexions en Chine et aux États-Unis. Il n'y a pas encore de retard. C'est quand même au balbutiement là-bas aussi. C'est-à-dire ils ont pas mis toutes leurs écoles au numérique, ils ont pas le programme d'Amazon n'existe pas encore. Ce qui est une chance complètement incroyable quand même. Et ça laisse le temps. Alors effectivement, il faut pas prendre ce retard, mais ça laisse le temps, la réflexion en tout cas, avec ces particularités européennes que je trouve effectivement très belles et qui sont très intéressantes. C'est vrai que on a une chance européenne qui est une histoire. En fait, on a une histoire aussi extrêmement longue et une éthique qui fait que on veut faire participer l'humain. On se pose des questions d'égalité, de soutien, de sociabilité. Enfin, toutes ces choses-là, elles peuvent être dans l'EdTech que nous, on va créer. Donc, il y a une EdTech chinoise qui est en train de se créer, une EdTech américaine qui est en train de se créer. Il est effectivement nécessaire de faire une EdTech européenne avec nos valeurs et de le définir. Et c'est ça, c'est en fait la réflexion intéressante qui doit être menée. D'ailleurs, il y a un auditeur qui dit que c'est une erreur de penser qu'il n'y a pas en France des EdTech avec pignon sur rue. Je pense qu'il te cite. Nous avons une grande expertise reconnue à l'international dans ce domaine, mais l'absence de budget et de marché hexagonal étouffe cette richesse et limite leur croissance. Mais le monde nous envie et rachète des talents comme Lalilo, Dragonbox ou Edumedia. Exactement. C'est le malheur du marché français qui effectivement, il y a beaucoup de talents et beaucoup de startups qui partent aux États-Unis parce que le marché est plus aux États-Unis. Mais est-ce que ça Alors, veut dire peut-être sur les je- tech américains, ça veut dire que si Amazon faisait un programme, par exemple, pour les écoles américaines, voilà, ça veut dire que ça pourrait être exporté en dehors des États-Unis? Ah mais complètement, évidemment. Encore une fois, Amazon a tout intérêt à faire ça, à l'exporter au maximum, à avoir un maximum d'utilisateurs et à les moyens de faire un truc complètement gratuit et de mettre des moyens complètement colossaux à l'intérieur. Après, Et contrôler l'éducation d'une certaine façon. C'est ce que faisait Microsoft en son temps. Hein. Microsoft, au tout début, alors juste pour Windows, il encourageait le piratage de Windows pour former les premiers étudiants à utiliser Windows pour être sûr que quand ils sont en entreprise, derrière, ils puissent utiliser Windows. Mais une grosse société d'une quelconque taille et à partir d'une certaine taille a tout intérêt à faire que quelque part ces produits soient utilisés dès le plus jeune âge pour pouvoir les pousser derrière. Ce qui nous protège un tout petit peu, si je peux me permettre, c'est que dans le cas de l'éducation, on est sur un microscopique marché pour Amazon, puisqu'on parle du marché français avec des programmes français. Donc le travail de localisation à faire pour eux, je ne sais même pas si ça vaut la chandelle. Ce raisonnement, il vaut quand tu es sur une langue anglaise et que tu peux inonder largement. Quand tu dois aller adapter ton contenu, parce que si tu veux répondre au programme, après... Voilà, je suis pas complètement d'accord là-dessus. Effectivement, si tu veux faire un manuel scolaire, Oui. Amazon n'a aucun intérêt. Oui. Par contre, faire le programme ultime pour apprendre
apprendre des maths. Ah oui, ça oui. Typiquement, le Dragon Box, Amazon a tout intérêt bien puisque sûr. les parents... Ouais. D'apprendre une langue. Oui. Et quand on disait pignon sur rue, il y a plein de tech hyper intéressantes en France. Effectivement, tu as cité la Hello, tu as dit ces Dragon Box qui sont revendus en dehors de France, alors parfois juste en Europe, donc ça reste européen. Quand je dis qu'il n'y a pas de pignon sur rue, c'est une constatation hyper simple. C'est si tu prends 10 parents, tu leur demandes qu'est-ce que vous me conseillez pour apprendre les maths, par exemple. Il y a un an, il y a un parent, il n'y en a aucun qui te donne deux noms différents, similaires. Il n'y en a aucun. Et en général, 9 sur 10 te disent je ne sais pas. Donc, d'une certaine façon, contrairement à si je te demande qu'est-ce que tu me conseilles d'utiliser comme mailer, ou comme truc pour faire de la visioconf, ben là, tu seras capable de me citer un ou deux trucs. Donc, c'est cette chance dont je parle. Il n'y a pas, pour l'instant, d'EdTech universel reconnu. Il y a plein de programmes hyper intéressants et qui sont bien faits. Mais il n'y a pas d'EdTech reconnu et universel. T'en connais une qui aurait cette ambition par hasard? Pose question. Non, mais alors, c'est intéressant. Est-ce que je connais une? C'est pas du tout le but. Le but n'est pas du tout que Power soit l'EdTech reconnu universel. Le but, c'est d'amorcer une réflexion. C'est ce qu'on disait. Il y a une importance à amorcer une réflexion européenne, comme il y a aux États-Unis, comme il y a en Chine, sur c'est quoi le mix entre l'écran et le livre. C'est quoi le mix, justement, entre un monde éducatif qui est ancien et des nouvelles technologies. Comment sera la société future? Et cette réflexion, elle est hyper importante d'être menée. Alors par nous, mais par un maximum d'acteurs. Et c'est pour ça qu'il faut réunir les éditeurs, il faut réunir les professeurs, il faut réunir tous les acteurs pour avoir cette réflexion. Et plus il y aura de projets là-dessus, plus je serai content. Je crois qu'on a un enjeu là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Enjeu d'être ensemble et d'investir pour essayer de construire quelque chose de français. Complètement. Et comment on fait du coup pour converger quand on entend dans les médias des politiques, sans forcément les citer, tu vois, c'était la description de l'événement, par exemple, je cite, les écrans vous vident, les livres vous remplissent. On est encore, tu vois, dans cette fracture. Oui, mais parce que... Là, je crois qu'il y a Étienne Klein là, qui fait un très bel éloge de la nuance en ce moment sur Internet. Sur une petite vidéo. Voilà, voilà, éloge de la nuance. Le non-binarisme. Voilà. Oui, parce que quand on facile parle de d'écran prendre une aussi, on phrase, parle ouais. beaucoup de réseaux sociaux. Enfin voilà, donc opposé, c'est souvent ça qui est opposé. Donc je pense que ça a été le raccourci qui a été un peu... Il y a un très beau livre de Jean Birnbaum aussi là-dessus, sur la nuance. Voilà. Donc, Mais c'est compliqué en politique de faire de la nuance en 2 secondes Sur Twitter. sur Twitter. En 130 caractères. Alors, ça fait 1 heure qu'on parle, donc on est un peu au bout de notre questionnement du jour. Est-ce que il y a encore pour toi des questions pour mon avis, qui méritent d'être posées à nos amis? Il y a une petite dernière question qui est un tout petit peu... je pense qu'en répondant, on va vite comprendre si elle était en phase avec notre dernier propos, mais quelle distinction faites-vous entre éducatif et ludo-éducatif? L'utilisation du digital pour l'apprentissage doit-elle forcément se faire sous la forme de jeu? Je vais laisser Emmanuel peut-être. Alors, nous, on a... Alors, bon, tout à l'heure, j'ai parlé de développement des compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills. Nous, on a démarré beaucoup par la presse. La presse qui était un peu une spécificité française, la presse dite éducative, voilà, qui s'opposait à la presse distractive. Disney d'un côté, voilà, Bayard de l'autre, en gros, pour aller vite. Bayard Milan et de l'autre côté Disney. Voilà. Et puis, comme on n'est pas strictement éducatif, enfin, pas au sens strict d'apprentissage, voilà, on a inventé ce concept de ludo-éducatif, voilà, qui essaye de décrire, qui est apprendre en s'amusant. D'abord, on n'a pas de souci d'exhaustivité. Quand on fait un apprentissage, on a un souci d'exhaustivité, on a un programme. Nous, on n'a pas de ce souci-là. Donc, voilà. Mais disons, nos magazines permettent d'apprendre des choses sur soi-même, sur la vie, sur les autres. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on et en prenant plaisir, je pense que, y compris avec la lecture, parce que j'aime lire, il y a un enfant sur 2 qui dit j'aime lire en France, et donc ça fait aussi des imaginaires communs, du reste, c'est important. Et je crois qu'on est complémentaires, c'est pour ça qu'on est dans les classes aussi, etc., de l'apprentissage à côté, où il y a des obligations de résultats avec des programmes, etc. Nous, on n'a pas ce souci-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, quand on dit ludo-éducatif, c'est de s'appuyer sur le plaisir, de lire, de jouer, de manipuler aussi, etc., pour apprendre des choses qui est quand même
Oui. des choses les plus excitantes au monde. Mais dans le domaine scolaire, la manipulation, enfin la manipulation, le jeu est présent depuis très longtemps en fait. Le digital vient, on parle de gamification dans la question des apprentissages, mais en fait dans le domaine scolaire, apprendre par le jeu, bon, c'est la manipulation, c'est effectivement dès le plus jeune âge à la maternelle, voilà, il y a des jeux qui se mettent en place pour déchiffrer les lettres, pour les mathématiques, donc c'est pas une nouveauté en fait. Hein. Le digital vient pas tout d'un coup se dire ah tiens si on faisait voilà si on passait par le jeu pour apprendre. C'était déjà présent chez Rousseau, je vois. Mais d'une certaine façon, évidemment, c'est absolument pas le but. C'est ludo-éducatif où le jeu pour apprendre, c'est une des méthodes. La notion de travail est très intéressante aussi d'ailleurs. C'est une autre méthode et il faut surtout pas dire que c'est la seule ou c'est la bonne. Ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être le point un peu plus intéressant, c'est est-ce que c'est la seule façon d'apprendre le ludo éducatif, est-ce que ce serait pas la seule façon de jouer le ludo éducatif plutôt? C'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, et là où ce qu'on voudrait apporter, ma réflexion, c'est plutôt de se dire que le jeu doit être utile. Utile pour être inutile d'ailleurs aussi, mais il doit être utile, c'est-à-dire que un temps de jeu, c'est un temps où obligatoirement on apprend quelque chose. Et mon désir, quelque part, c'est de remplacer le jeu qu'on peut imaginer là où il faut tuer des centaines de personnes et là où tu apprends, ce qu'on t'explique que tu apprends les mouvements, les machins, les Fortnite, parce que tu apprends le mouvement des mains et soi-disant tu apprends quelque chose, ce qui est sans doute vrai, par des choses là qui t'éveillent beaucoup plus. Et ça m'intéresse, effectivement, de remplacer ce temps de jeu, sûrement pas le temps de l'école, sûrement pas le temps d'apprentissage, sûrement pas le temps des autres EdTech, mais le temps de jeu débilitant, qui existe, hein, ou le temps de télévision débilitant, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a une différence quand tu regardes C'est pas sorcier et que tu regardes, je sais pas quelle série, là où tu apprends beaucoup moins de choses. Et ben ce temps-là, je pense, et encore une fois l'idée du contenu, je pense qu'il y a une idée de jeu utile. Et que plus je peux faire en sorte que mes enfants fassent du jeu utile ou du temps utile, plus je suis content. Je sais pas si c'est encore une question, mais en fait, si on peut presque conclure là-dessus, c'est l'idée que, moi, il me semble que les jeux vidéo ont fait tellement peur à beaucoup de parents que jeu est devenu péjoratif. Et on a oublié à quel point le jeu, dans l'histoire, a été a accompagné l'éducation pendant des centaines et des centaines d'années. Et c'était comme s'il fallait retrouver le sens positif du jeu qui avait été toujours le sien aujourd'hui dans un contexte où effectivement, c'est vrai, alors là, il ne faut pas se dire qu'il y a une industrie du jeu qui a voulu capter l'attention, qui fait peur, quoi. Non, mais c'est intéressant de repenser autrement la notion même de jeu, quoi. Mais là où tout n'est pas perdu, c'est, on vous l'a dit, le livre se porte plutôt bien et le jeu de plateau se porte très bien aussi, le jeu physique. Donc voilà, donc il y a bien des espoirs dans cette... D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Il se porte bien. Est-ce qu'il se porte bien parce que le temps a augmenté, encore une fois, avec le confinement, avec la fermeture des écoles, évidemment, le temps disponible a énormément augmenté. Donc, automatiquement, effectivement, il faut le remplir. Enfin, moi, en tant que parent, je vois que j'ai fait des jeux de société, j'ai acheté des livres, parce qu'il y avait plein de temps en plus à s'occuper. Je ne pouvais pas laisser mes enfants 8 heures par jour. Il date d'avant. Il date d'avant. D'accord. Donc ça, c'est très rassurant. Je pense que ça, c'est les parents aussi qui ont cette démarche-là, qui se disent, c'est mon rôle d'éducateur, finalement, de sortir un peu mes enfants des écrans. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer du temps avec eux, en fait. Et comment on passe du temps avec eux? En faisant des jeux. Voilà. Enfin, c'est basique, mais c'est un peu ça, quand même. Merci beaucoup. Je sais pas si... Merci à vous. Non, merci à vous. Merci Célia, Pascal et Emmanuel. Merci à Lauriane aussi, Maxence et Adrien, que vous n'avez pas vu, mais sans qui ce live n'aurait pas été possible. Nous espérons que ça vous a plu avec Stéphane et on vous dit au prochain numéro qui s'annoncera certainement au mois de juillet. On espère vous retrouver nombreux. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.